s'agissait aujourd'hui d'un colloque organisé en la mémoire de l'horrible attentat de Beslan qui s'est produit le 1er septembre 2005 et au cours duquel plusieurs centaines de personnes ont été victimes d'un terrorisme wahhabite. Nous sommes très satisfaits de cette journée d'amitié entre les peuples et qui est la démonstration avec la présence des victimes de l'association des victimes de Nice, victimes de Beslan dont nous commémorons aujourd'hui le 14e anniversaire en Russie, de Paris 13 novembre 2015 l'attentat du Bataclan ou de Nice. Nous sommes tous solidaires. La meilleure manière de lutter contre le terrorisme, c'est l'union des victimes. Au départ, étant donné qu'il s'agissait donc de la commémoration de l'attentat de Beslan, 1er septembre 2004, en Ossétie, l'événement a commencé par une messe en la cathédrale de la Sainte Trinité, cathédrale orthodoxe de Paris. Cette cérémonie a lieu à l'initiative d'Henri-Paul Falavigna, président de cette association Solidarité des enfants de Beslan. Et cette année, elle avait lieu au Centre culturel de Russie, où nous avons été conviés pour rendre hommage aux victimes de ce terrorisme, et notamment de ces enfants victimes du terrorisme wahhabite. Et pour la première fois, étaient associés également, en pensée et en présence, de représentants des associations des attentats de Nice, survenus le 14 juillet 2016, et également donc en hommage aux victimes du Bataclan et des attentats de Paris. Donc après il y a le colloque qui était très intéressant au niveau géopolitique et ainsi de suite. J'ai appris pas mal de choses concernant l'islam et aux groupuscules qui traînent sur tous les attentats qui existent sur toute la planète. Et on s'aperçoit que de toute façon le terrorisme ça n'arrête pas ni en France, mais il y en a aussi en Russie, en France, aux États-Unis, en Angleterre, il y en a un peu partout. J'ai raconté mon parcours en fait, qui est assez atypique parce que en fait moi j'ai été moi-même une ancienne salafiste, donc j'ai raconté comment je suis devenue salafiste suite à un mariage forcé avec un homme que je ne connaissais pas. Ensuite, j'ai été coupée de la société pendant plusieurs années, donc embrigadée dans une dérive sectaire que j'appelle aujourd'hui le salafisme, parce que c'est une dérive sectaire. J'en suis sortie suite aux attentats du Bataclan, parce que ça a été un véritable électrochoc pour moi, quand j'ai vu jusqu'où pouvait aller le danger de cette dérive sectaire. J'ai décidé de parler de mon histoire, j'ai décidé de dénoncer justement la doctrine salafiste qui prône le djihad. Aujourd'hui, je suis devenue une combattante féministe, je défends les droits des femmes. Beaucoup de femmes me contactent sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire que ce que je fais est important parce qu'en fait je dénonce les dérives islamistes comme le salafisme ou les frères musulmans, en expliquant que l'islam, ce n'est pas ça. Je suis restée musulmane et j'explique que justement, en tant que musulman, on a une responsabilité, il faut dénoncer justement toutes ces dérives, parce que en fait, ça pousse des personnes à commettre des attentats, à tuer, et l'islam ne prône pas la haine, ni justement des assassinats ciblés, comme le font les terroristes islamistes qui tuent au nom de leur religion. Pour moi aujourd'hui, je dis que ce sont des dérives sectaires et qu'il faut vraiment continuer à en parler, continuer à apporter de l'information justement, sensibiliser les femmes, notamment les enfants, les jeunes, sur justement leurs droits, sur ce que c'est la laïcité, sur l'égalité et surtout expliquer que justement ce sont des dérives et des pièges en fait et qu'il faut vraiment combattre aujourd'hui et c'est pour ça que je tenais à être présente aujourd'hui pour en parler. Je pense que c'est vraiment important. Voilà. Pour ma part, voilà, je souhaitais, on m'a demandé d'intervenir.
je suis un ancien militaire, donc je me suis placé d'un point de vue militaire. C'est-à-dire que j'ai voulu envisager la terreur telle qu'elle se présente à nous, c'est-à-dire sous la forme d'une arme d'abord, et d'une arme stratégique en fait, et même de niveau planétaire. C'est-à-dire qu'on voit les mêmes phénomènes se produire partout, enfin partout, non, là où il y a précisément des intérêts stratégiques évidents, soit géopolitique, hein, avec particulièrement la position centrale de l'Afghanistan au cœur du Heartland, mais aussi tout le long du Rimland, enfin sur une partie du Rimland, une espèce de ceinture qu'on peut appeler, que d'aucuns considèrent comme une ceinture de containment. Containment de quoi qui va de la Baltique à la mer Noire, à la mer d'Aral en passant par la mer Noire et la Caspienne, et qui englobe donc eh bien, un certain nombre de pays européens et le Caucase et l'Asie centrale. Et là, effectivement, on voit qu'il y a des intérêts géostratégiques qui posent problème parce qu'on ne voit pas comment les terroristes qui prétendent restaurer le califat s'intéressent à ces enjeux. Hein. On n'a pas l'impression qu'ils s'intéressent du tout à les enjeux, ça ne correspond pas à leurs enjeux. Donc on se demande si les commanditaires se cachent dans les grottes de Tora Bora ou au sommet d'un gratte-ciel. Et là, la question reste posée parce qu'il y a à chaque fois des similitudes, que ce soit au Sahel, hein, avec des trafics de toutes sortes, hein, qui sont... Et puis, on a la sensation d'une instrumentation, hein, du terrorisme par des forces que je qualifierais d'occultes pour ne pas faire de polémique. Donc l'objet de l'intervention que j'ai réalisée visait à tenter de démontrer qui instrumentalisait les milieux terroristes musulmans. Et je me suis appuyé pour ça sur les meilleures sources qui soient, à savoir les sources anglo-saxonnes, car l'avantage de la presse anglo-saxonne, à la différence de la presse française, c'est que la presse anglo-saxonne est beaucoup plus libre que la presse de notre pays. Et on trouve par exemple dans un article du New York Times du 23 janvier 2016, un article consacré au financement du terrorisme islamique, où les journalistes reconnaissent très volontiers que la CIA finance le terrorisme islamique depuis au moins les années 70, en collaboration étroite avec les services de renseignement de l'Arabie Saoudite. Et donc le thème de mon intervention visait à démontrer que derrière la main du terrorisme wahhabite ou salafiste, il y a des volontés, il y a des agendas qui instrumentalisent ce terrorisme à des fins inavouables. J'ai pu rencontrer donc des personnes intéressantes, une psychologue d'ailleurs qui travaille sur Paris, qui a travaillé avec les attentats sur Paris, pour la déradicalisation. Et c'est un des prochains projets de l'association, c'est le travail sur la déradicalisation, c'est de travailler dans les écoles et les lycées et les collèges pour aller à la rencontre des élèves et de leur expliquer les attentats, la douleur que supportent tous les gens tous les jours.